montréalaise. On s'entretient entre autres avec Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bienvenue à Mise à jour. La semaine dernière, l'Association manufacturiers et exportateurs du Québec publiait un chiffre marquant. La pénurie de main-d'œuvre a fait perdre au secteur manufacturier plus de 18 milliards de dollars. Ça, ce sont un montant perdu par l'économie québécoise. On va en discuter dans quelques minutes avec Véronique Proulx, directrice et présidente de Manufacturiers et exportateurs du Québec. Mais juste avant, je vous présente cet entretien que j'ai pu faire avec Michel Leblanc, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas un enjeu nouveau, mais quand on regarde avec la pandémie ce qui s'est passé depuis la dernière année et demie, quels problèmes ont été amplifiés pour les entreprises montréalaises? C'est clair que la pandémie, c'est pas nouveau, mais ce qui est en train de se poursuivre, c'est le départ à la retraite de plein de gens. Donc, ça s'accentue entre avant la pandémie puis aujourd'hui. On est à 190 000 postes de disponibles et il y en a 50 000 de plus donc qu'avant la pandémie. Ce que ça a impliqué, c'est qu'il y a des secteurs où on est en pénurie, c'est marqué, et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on ne recrute tout simplement pas, on ne trouve pas. Si on ne trouve pas, ce que ça veut dire, c'est qu'on refuse des contrats, on prend du retard sur certaines commandes. Donc, dans les faits, on laisse de l'argent sur la table. Ce sont des milliards de dollars présentement qu'on laisse sur la table économiquement au Québec. Alors, cette pénurie-là, elle touche des secteurs, c'est plus rapide qu'avant la pandémie et c'est plus grave pour plusieurs entreprises. Hier, Manufacturiers et exportateurs du Québec sortait ce chiffre, plus de 18 milliards de dollars en perte à cause de la pénurie de main-d'œuvre pour l'économie québécoise. Ça fait partie aussi des échos que vous avez des entreprises du Grand Montréal? Oui, et en fait, depuis maintenant plusieurs années, on le voyait venir. On a demandé des solutions, on a demandé une hausse de l'immigration, on a évidemment parlé de maintenir les jeunes en emploi et les former en emploi pour les amener vers les nouveaux emplois. On a aussi parlé de maintenir les personnes plus âgées en emploi plus longtemps. Il y a beaucoup de solutions, ça fait plusieurs années. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que là, on le voit concrètement, c'est pas seulement la pénurie appréhendée, c'est pas juste des tensions sur le marché du travail, ce sont des pertes de milliards de dollars et ça affecte nos entreprises, mais ça les affecte aussi dans leur stratégie de croissance. C'est pas juste aujourd'hui. Mais si je n'ai pas la main-d'œuvre, est-ce que je vais faire les investissements en machinerie, en équipement? Je vais les faire si ça peut me permettre de fonctionner sans main-d'œuvre, mais dès que ça va nécessiter de la main-d'œuvre, je vais hésiter. C'est pour ça que présentement, c'est très important qu'on trouve des solutions, parce que non seulement on se prive maintenant d'activité économique, mais on se prive potentiellement d'activité économique dans les prochaines années parce qu'on est inquiet sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Vous avez parlé justement d'immigration. Il y a l'élection fédérale qui avait lieu tout récemment. On a aussi en ce moment la campagne municipale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce dossier-là? Qu'est-ce que ça pourrait amener comme changement rapide si on faisait des changements pour l'immigration? Les trois paliers de gouvernement ont un rôle à jouer et il est différent. Du point de vue du gouvernement fédéral, c'est ce qu'on appelle les travailleurs étrangers temporaires. Et là, le gouvernement fédéral doit s'assurer que son système est très, très efficace. Il y a 55 000 dossiers en retard de traitement au fédéral pour ceux qui veulent la résidence permanente. Ça dit à des travailleurs temporaires qui sont au Québec, bien, vous devriez peut-être aller en Ontario ou aller ailleurs parce qu'ici, là, c'est compliqué d'avoir votre résidence permanente. Il faut changer ça et que quand des entreprises aussi identifient des travailleurs à l'étranger, il faut que le gouvernement fédéral soit très rapide pour traiter ces demandes-là. Ça, c'est le fédéral. Le provincial, eux, entre autres, ont le levier des seuils d'immigration. Eux peuvent décider combien on en accueille annuellement. Ils avaient baissé les seuils avant la pandémie. Durant la pandémie, ça s'est aussi beaucoup ralenti. Là, il faut repartir la machine pour accueillir des nouveaux immigrants et hausser les seuils. Nous préconisons de les hausser à 60 000 et au-delà pour reprendre du retard. Et au niveau municipal, il y a un rôle à jouer dans l'intégration des immigrants dans la société. Ça va de l'intégration dans le quartier, dans la vie de quartier, ça va de l'intégration des familles, des enfants. Bref, si on veut réussir l'immigration pour le marché du travail, il faut aussi réussir l'immigration comme citoyen dans sa ville, dans sa société. On a parlé là un petit peu de la campagne municipale, mais quelles sont vos attentes pour le prochain maire qui sera en poste pour cette relance post-pandémie de l'économie de Montréal? Le prochain maire qui va être en poste doit pouvoir articuler auprès de Québec et Ottawa l'importance des immigrants pour la base économique de la métropole. Son premier défi, ça va être de convaincre les gouvernements qu'il faut ouvrir les vannes
Le deuxième, c'est de travailler avec les organismes terrains, la Chambre, mais plein d'organismes, pour s'assurer que l'intégration de ces immigrants qu'on accueille se fasse le mieux possible. On veut que ces gens-là se sentent bien ici pour qu'une fois arrivés, d'abord qu'ils veuillent rester et deuxièmement, que leur vie soit un succès très rapidement. C'est clair que les entreprises vont avoir un rôle à jouer. Les entreprises qui embauchent des immigrants, des entreprises qui embauchent des nouveaux travailleurs vont devoir aussi s'assurer que ces travailleurs-là s'intègrent bien dans l'entreprise. Avez-vous l'impression que même s'il y a des solutions qui sont mises en place à court, à moyen terme, cette pénurie de main-d'œuvre-là va faire souffrir l'économie de Montréal à très long terme? Écoutez, les solutions macro, les solutions structurelles, c'est que les entreprises investissent aussi en technologie pour augmenter la productivité des travailleurs. Si la pénurie de main-d'œuvre fait que les salaires augmentent, mais que la productivité n'augmente pas, les entreprises n'auront pas le choix. Elles vont augmenter le prix de ce qu'elles vendent. On va avoir de l'inflation. Donc, tous les gens qui disent c'est simple, la pénurie de main-d'œuvre, on a juste à payer davantage, c'est pas simple parce que si on fait ça, une entreprise va simplement augmenter ses prix pour pouvoir payer davantage et c'est le citoyen qui va se retrouver avec de l'inflation. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse investir dans les entreprises pour augmenter la productivité des travailleurs. On va pouvoir les payer davantage de ce côté-là. Et il faut s'assurer qu'on en accueille le plus possible de l'étranger, qu'on passe le message à l'étranger. Ici, il y a des bons emplois, il y a une société d'accueil ouverte. Vous allez réussir votre vie ici. Si on fait ça, j'ai l'impression qu'on va s'en sortir parce que notre économie, présentement, elle est très solide. C'est simplement des ingrédients de la recette et la main-d'œuvre est un ingrédient fondamental. Michel Leblanc, merci beaucoup. Un grand plaisir. J'ai fait référence un petit peu plus tôt à cette association manufacturiers et exportateurs du Québec. On reçoit la PDG de l'association, Véronique Proulx. Bonjour. Bonjour. On va en discuter aussi avec l'économiste, un économiste de l'Institut économique de Montréal, Olivier Rancourt. Bonjour. Bonjour. On peut peut-être revenir, Madame Proulx, sur ce qui a été annoncé la semaine dernière, 18 milliards de dollars. Ce chiffre, il sort de où? Vous avez fait une tournée à travers le Québec? On a fait une tournée, effectivement. On a aussi fait un sondage auprès des manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Et c'est 18 milliards de pertes économiques sur 2 ans seulement pour le secteur manufacturier, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre et compte tenu, donc, parce qu'on n'a pas les travailleurs dont on a tant besoin. Ce sont quoi les commentaires de ces entreprises qui ont été sondées? Écoutez, il y a 3 principales raisons qui ont été invoquées, notamment pour Montréal. La première, c'est que les entreprises manufacturières exportent. Nous sommes de grands exportateurs. La demande internationale est très forte, mais présentement, beaucoup d'entreprises doivent refuser des contrats. Donc, des nouveaux clients qui cognent à leur porte, à qui on dit non, on ne peut pas prendre de nouvelles commandes. On a aussi des gens qui avaient des clients qui leur étaient fidèles depuis des années. Ils délaissent ces clients-là parce qu'ils ne sont plus capables de les desservir. Deuxièmement, on a des entreprises qui nous disent, écoutez, nous, on est obligé de prendre la voie de la décroissance. Donc, on n'a personne pour travailler sur nos quarts de jour ou on manque de gens pour travailler sur nos quarts de jour, de soir, de nuit. Donc, on préfère décroître, on réduit notre niveau de production. Et finalement, on a aussi des entreprises qui ont pris des commandes, des nouveaux contrats, mais qui ne sont pas en mesure de les honorer. Donc, il y a des pénalités financières importantes. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'au cours des 2 dernières années, c'est 18 milliards en termes de pertes économiques. Monsieur Rancourt, là, on parle ici du secteur manufacturier. Quand on regarde globalement la grande région de Montréal, qu'est-ce qu'on voit? La pénurie de main-d'œuvre, elle affecte qui exactement? La pénurie de main-d'œuvre est partout au Québec, mais principalement à Montréal, c'est certain que milieu, principalement le milieu de la santé, le milieu manufacturier, qui sont les plus touchés. C'est partout au Québec, donc qui souffrent d'un manque d'employés pour combler les postes. Oui, quand on regarde aussi les chiffres, bon, on a parlé un petit peu avec M. Leblanc du fait qu'il y a des gens qui sont partis à la retraite, le vieillissement de la population. Les chiffres pour le Québec, quand on compare les autres régions avec Montréal, qu'est-ce qu'ils disent? Montréal, c'est la région la moins affectée par la pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, elle a quand même une grosse pénurie de main-d'œuvre si on se compare aux années avant la pandémie. En 2016, le taux pour tout le Québec, il y avait 6 chômeurs par emploi. En ce moment, à Montréal, on est au niveau de 3 chômeurs par emploi. Quand on regarde, Mme Proulx, là, c'est difficile d'aller recruter de nouveaux employés, mais quand on veut les retenir, est-ce que pour les entreprises avec qui vous avez parlé, on essaie de trouver des solutions?
Écoutez, c'est très difficile parce que, comme Olivier vient de le mentionner, le bassin de travailleurs n'est pas suffisamment grand. Année après année, le bassin rétrécit. Donc, c'est de plus en plus difficile. Certaines entreprises vont hausser les salaires, mais là, ce qui arrive, c'est que les employés, le taux de roulement est très élevé. Donc, les employés vont changer d'emploi pour quelques dollars ou même $1 de l'heure. Donc, on a une espèce de taux de roulement qui ne fait pas de sens. Et j'y reviens, le bassin de travailleurs n'est pas assez grand. Alors, certaines entreprises vont travailler sur les conditions de travail, effectivement, mais d'autres vont se retourner vers les travailleurs étrangers temporaires. De plus en plus, c'est une avenue qui est choisie par le secteur manufacturier. On va vous présenter maintenant un autre exemple. Ma collègue Mona-Lisa Prosper s'est rendue chez La Vie en Rose et on va pouvoir voir concrètement comment ça se passe de l'intérieur, comment vivent-ils la pénurie de main-d'œuvre. Comment la situation de la pénurie de main-d'œuvre se différencie-t-elle de votre centre de distribution par rapport à votre siège social et à vos magasins? On a des magasins La Vie en Rose à travers tout le Canada. Donc, on a la bannière La Vie en Rose et Bikini Village. C'est sûr, selon la région géographique, il y a des particularités qui se passent aussi. Dans certaines régions, on a peu ou pas de pénurie de main-d'œuvre, mais dans d'autres, on peut afficher des postes et avoir 0 CV. De mon côté, je travaille beaucoup avec le centre de distribution, puis je te dirais que oui, on le ressent beaucoup. On reçoit moins de CV qu'à l'habitude. On essaye vraiment de diversifier les espaces où est-ce qu'on affiche nos postes, mais quand même, c'est un petit peu plus difficile à avoir des CV. Vous avez déployé des nouvelles stratégies au niveau de l'attraction, même la rétention de vos employés? Mais c'est sûr que comme aujourd'hui, on organise la foire d'emploi parce qu'on avait plusieurs postes à combler. Aujourd'hui, on fait une porte ouverte pour pouvoir accueillir le plus de personnes qui recherchent un emploi dans un centre de distribution. Donc, on fait ça toute la journée aujourd'hui. On a affiché l'annonce un peu partout, dans le journal, sur Internet, nos réseaux sociaux. Donc, c'était une méthode, en fait, qu'on a essayé aujourd'hui pour avoir le plus de candidats possible. On planifie aussi organiser au mois d'octobre-novembre une journée carrière à travers tous nos magasins au Canada. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait pan-canadien comme ça. Et c'est sûr qu'on diversifie aussi nos points d'affichage, nos manières de faire. On a fait faire des cartes d'affaires aussi pour nos gérantes pour qu'elles aillent chercher des candidatures dans d'autres magasins. Donc, un recrutement un petit peu plus actif. Donc, plein de petites idées comme ça qu'on a mis en place. Est-ce que vous sentez que l'aide financière gouvernementale offerte depuis le début de la pandémie vous a vraiment freiné dans votre attraction personnelle? C'est sûr que ça a été plus difficile. Justement, j'ai noté qu'on commence le processus d'embauche avec plusieurs candidats, mais souvent, ils ne se présentent pas nécessairement lors de la première journée. Est-ce que c'est causé par ça? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûrement une des obstacles qu'on fait face en ce moment au recrutement. Et est-ce qu'il y a des postes que vous diriez qui sont plus difficiles à combler que d'autres? Pourriez-vous nous donner des exemples? C'est sûr tous les postes qui sont très spécialisés au niveau de l'informatique, au niveau du commerce électronique, du numérique, c'est très en demande. La demande est croissante parce que toutes les entreprises vont un peu vers ça. Donc, on voit qu'il y a un petit peu plus de pénurie de main-d'œuvre. Les postes aussi de gestion en magasin. Pas de gérante parce qu'au niveau de notre équipe de gérantes, il n'y a pas beaucoup de taux de roulement, mais plus au niveau des postes d'assistante gérante, assistante junior, gérante junior, qui est un premier poste au niveau de la gestion. Des fois, là, ça peut être un petit peu plus difficile à combler. Et au niveau, bien, c'est sûr, du centre de distribution, on est capable de recruter, mais c'est un peu plus lent qu'à l'habitude. On l'entendait, c'est un peu plus lent qu'à l'habitude. Pour plusieurs secteurs, c'est carrément impossible de trouver de nouveaux employés. On poursuit la discussion avec un économiste de l'Institut économique de Montréal et aussi Mme Proulx, qui vous représentez des membres de l'Association manufacturiers et exportateurs du Québec. Avec cette annonce de la semaine dernière, vous avez proposé 13 solutions, d'une certaine façon, 13 mesures. Vous voulez, entre autres, qu'on revienne à un nombre de 15 000 postes vacants alors qu'on est à 25 000. Quelles sont les solutions que vous avez proposées? Écoutez, effectivement, dans le secteur manufacturier, présentement, il y a 25 000 postes vacants et le nombre augmente année après année. Donc, ce qu'on dit au gouvernement du Québec, c'est qu'il faut s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. On propose 13 actions très concrètes. Et ce qu'on souhaite, c'est que d'ici un an, on réduise le nombre de postes vacants, qu'on arrête au contraire d'augmenter. Donc, la première chose, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de l'immigration. Et j'abonde dans le même sens que Michel Leblanc. Il faut hausser les seuils d'immigration. Il faut accueillir davantage de travailleurs, des travailleurs qui ont de l'intérêt, des connaissances pour le secteur manufacturier notamment.
Deuxièmement, on parlait de travailleurs étrangers temporaires. On connaît beaucoup ces gens-là qui viennent travailler dans nos champs, mais le secteur manufacturier est le deuxième secteur à accueillir le plus de ces travailleurs-là. Donc, il faut faciliter, accélérer ces mesures-là, surtout pour les PME. On écoutait le témoignage de la Vie en Rose, c'est quand même une entreprise d'une certaine taille, mais pour les PME qui n'ont parfois pas de ressources dédiées en ressources humaines, c'est excessivement difficile de mettre en place toutes sortes de mesures. Donc, on demande au gouvernement d'être en appui. Mais on parle également de formation, d'automatisation, de robotisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais encore là, il faut qu'il y ait une volonté politique de la part du gouvernement du Québec. Puis nous, on est là, on est prêts à collaborer. Monsieur Rancourt, là, on parlait d'automatisation, robotisation. Si on se compare à d'autres provinces, pour les entreprises, est-ce qu'on a un grand travail à faire? C'est sûr qu'il y a avec la technologie qui arrive, c'est global, toutes les provinces les mettent. Un problème qu'il y a au Québec, c'est vraiment le manque de population. Dans les 10 prochaines années, la population active de 15 à 64 ans va diminuer de 100 000 personnes. C'est vraiment une grosse perte de population qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres provinces. Donc, le gouvernement doit prendre des mesures pour s'assurer qu'au long terme, il y a une plus haute productivité, soit par la formation ou par l'automatisation, parce qu'il ne faut pas oublier, en ce moment, le gouvernement a encore des mesures de relance économique et de création d'emplois, donc ça l'amplifie la pénurie de main-d'œuvre. Madame Proulx, vous parliez de robotisation, d'automatisation. Est-ce que c'est possible pour toutes les PME? C'est quoi le constat dans le Grand Montréal? Bien, écoutez, le constat, c'est qu'on a beaucoup de petites, moyennes entreprises, comme vous le disiez, et les gens avec qui on a parlé nous l'ont dit clairement. Au Québec et à Montréal, on fait beaucoup de fabrication sur mesure. On est dans des produits de spécialité, des produits niches, donc on n'est pas dans le volume. Alors, on ne peut pas juste dire, bon, on va installer un robot sur une ligne de production, ça va tout régler, puis on va pouvoir enlever tous les employés qui y travaillaient. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des opportunités pour automatiser, robotiser, puis gagner en efficacité, mais c'est parfois limité. C'est pas la même chose que si on est dans l'industrie automobile, par exemple. Donc oui, il y a des gains à faire, mais il faut voir au cas par cas. Et c'est là où on demande au gouvernement, encore une fois, un peu plus d'appui pour la petite et la moyenne pour voir où sont ces opportunités-là et comment on peut faire un certain progrès. Monsieur Rancourt, est-ce qu'il y a un secteur d'activité où on est en avant, où on a eu recours à l'innovation pour assurer cette automatisation-là et ça se passe mieux? Bien, l'exemple classique, c'est le commerce au détail. On peut le voir dans plus en plus de magasins avec des caisses automatiques ou au libre-service qui, elles, permettent de remplacer plusieurs 4, 5, 6 employés par un seul qui supervise plus de caisses. Ça permet de remplacer un besoin de main-d'œuvre. C'est sûr que ça, c'est le premier qu'on voit, c'est un qui est le plus adapté un peu partout, mais il y a d'autres entreprises qui pourraient avoir des gains de ce niveau-là, simplement à cause qu'ils n'ont pas la flexibilité par le gouvernement, qui pourraient mettre en place des crédits d'impôt pour les encourager, parce que c'est toujours des gros investissements de la machinerie comme ça. Oui. Madame Proulx, dans ces demandes que vous avez faites la semaine dernière pour le gouvernement Legault, là, on a parlé immigration. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Vous vous dites, on a carrément manqué le bateau, on n'a pas fait assez de prévention, on n'a pas pensé en amont. Bien, écoutez, la formation en entreprise, je pense que c'est un bel exemple. Les gens arrivent, les travailleurs arrivent dans nos entreprises, ils ne sont pas nécessairement formés ou pas nécessairement formés sur les bonnes compétences. Donc, les entreprises, les employeurs sont prêts à faire de la formation à l'interne et je pense que c'est un modèle, une voie qu'il faut prendre, une voie d'avenir, en fait, de faire davantage de formation à l'interne adaptée. Mais encore là, parce que le modèle de prendre un étudiant ou d'un travailleur, de le mettre sur des bancs d'école 3 mois, 6 mois, 1 an, en pleine pénurie de main-d'œuvre, ça ne fonctionne pas. Donc, le gouvernement doit s'adapter au niveau de l'éducation, des programmes pour pouvoir accompagner les entreprises qui veulent pouvoir outiller et donner les compétences requises à l'interne. Donc, c'est vraiment une voie qu'on doit poursuivre pour aider les employeurs, mais les travailleurs aussi. Justement, on va les entendre, les travailleurs. On voulait vous poser la question, vous, Montréalais. Quels sont les éléments qui font en sorte que vous voulez rester au sein d'une entreprise? Comment on fait pour aller recruter de nouveaux employés? On vous écoute. Selon moi, ce qu'un employeur devrait donner aux employés pour séduire de nouveaux talents, ça serait leur offrir des semaines plus petites de 4 jours et 3 jours de congés consécutifs. Bien, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il faut de l'agilité, permettre aux employés de s'organiser en fonction aussi de leurs contraintes un peu personnelles. Au niveau du gouvernement, ce que je dis, c'est que peut-être qu'au-delà de 40 heures, bien, que le temps supplémentaire, bien, il y ait moins d'impôts. Je pense que pour garder ces employés et faire venir de nouveaux employés, il faut apporter un sens au travail des gens, c'est-à-dire avoir
des valeurs dans l'entreprise, s'intéresser aux employés et leur proposer bien évidemment des possibilités de promotion. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait tous les jours par semaine. Elle gagnait 200 $ par semaine. Une fois la PCI arrive, 2000 $ par mois. Donc, c'est comme 500 $ par semaine. Donc, qui veut aller travailler pour 200 quand on peut avoir 500? Alors, on avait votre point de vue. On vous posait cette question dans la rue, à savoir quels sont les incitatifs pour vous permettre de rester au sein d'une entreprise ou comment on fait pour recruter de nouveaux employés. Là, on a entendu un commentaire qui faisait référence à la PCE. Il y a aussi la PCRU. Monsieur Rancourt, souvent, on a entendu des commentaires dans les derniers mois que, justement, ces prestations avaient fait en sorte qu'on avait perdu des employés ou que certaines personnes ne voulaient pas aller sur le marché du travail. En réalité, qu'est-ce qu'on voit avec ces prestations? C'est sûr que c'est un facteur. En ce moment, selon les chiffres les plus récents de Statistique Canada, au Québec, il y a 120 000 personnes qui prennent la PCRE, donc aux 2 semaines. Ces montants-là, comme il avait déjà été mentionné par tantôt, il y a 190 000 postes vacants au Québec. Donc, même sans la PCRE, il y aurait encore le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est sûr que repenser la PCRE, ça reste une piste de solution et mettre aussi en avant de la formation, puisque ce n'est pas nécessairement les mêmes secteurs qui ont des pénuries de main-d'œuvre. Comment on fait, Mme Proulx, pour le secteur manufacturier, pour aller chercher les jeunes, pour les inciter à venir travailler dans votre secteur d'activité? Écoutez, le secteur manufacturier n'a pas nécessairement bonne presse depuis plusieurs années. On a tendance à penser que c'est un secteur qui est désuet, où ce sont des emplois très physiques, où c'est lourd, c'est sale. C'est vrai chez les jeunes, mais les femmes aussi ont cette perception-là du secteur. Et on a vraiment un travail à faire pour présenter la nouvelle image du secteur manufacturier. Plusieurs entreprises ont pris le virage technologique depuis des années, donc des usines hautement automatisées, robotisées, des tâches qui exigent de plus en plus de connaissances au niveau des technologies. Donc, on a vraiment un travail à faire pour mieux faire connaître, ça fait quoi le manufacturier, puis quelles sont toutes les ramifications, puis les sous-secteurs. Puis deuxièmement, bien, ça fait quoi un soudeur, ça fait quoi un technicien en génie mécanique ou un directeur des opérations production pour pouvoir être plus attractifs et les inciter à venir travailler dans notre secteur. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Comment vous entrevoyez le futur à court, à moyen terme pour le secteur manufacturier? Bien, écoutez, je le disais au départ, la demande internationale est très forte pour nos produits. Alors, les manufacturiers québécois sont des PME, des entreprises qui sont très agiles, qui sont novatrices, qui ont réussi à percer des marchés internationaux partout. Alors, on a vraiment le vent dans les voiles. Il y a toutes sortes de contraintes, de problématiques, mais ça fait partie de notre réalité. Mais là, le vrai enjeu, le plus grand défi, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est pourquoi on dit au gouvernement du Québec, si le manufacturier est une priorité, comme nous le répète le premier ministre Legault depuis un an, bien, aidez-nous à pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Travaillons sur l'immigration, la formation, l'automatisation, robotisation, et on sera en mesure de continuer sur notre croissance et de contribuer à la croissance économique du Québec. Monsieur Rancourt, pour l'Institut économique de Montréal, quand vous regardez le futur, les prochaines années avec cette pandémie, mais avec cette pénurie de main-d'œuvre, comment on entrevoit l'avenir pour différentes industries? C'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre rend l'avenir, le court terme, assez difficile pour certaines industries. Il faut quand même que le gouvernement aide les industries en leur donnant plus de marge de manœuvre qu'actuellement, avec des crédits d'impôt, avec des programmes qui vont leur donner, parce qu'ils ont les capacités, ils ont l'innovation entre les entreprises, il faut les laisser la marge de manœuvre, donc baisser faire des crédits d'impôt, je l'ai dit, mais des programmes de relance pour la formation, des programmes pour encourager puis mettre fin le plus possible à la PCRE pour qu'il y ait le plus de l'énergie puis la bouffée à frais qui permettent de vraiment contribuer à l'économie québécoise pour aider à la prospérité de tout le monde. Oui, c'est vraiment pas simple. On a eu plusieurs exemples au cours de l'émission montrant que dans plusieurs secteurs d'activité, bien, c'est difficile avec cette pénurie de main-d'œuvre. Et j'ai hâte de voir au cours de la prochaine année qu'est-ce qu'on va mettre en place, que ce soit au niveau municipal ou que ce soit pour les autres paliers de gouvernement. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à la discussion, Mme Proulx et M. Rancourt. Merci. Merci à vous. Je vous invite tout de suite à regarder cet entretien. Mona-Lisa Prosper a aussi rencontré une employée qui en avait assez de ses conditions de travail et qui a eu cette brillante idée de créer une coopérative. Pouvez-vous nous parler des débuts de la coop et du grand projet que vous avez entrepris en pleine pandémie? Alors, la coop a commencé de façon un peu accidentelle avec la rencontre entre Manon Dano et moi qui avait travaillé au sein de la même entreprise et on avait vécu des problèmes au niveau de nos conditions de travail.
Puis on avait tenté évidemment de régler la situation, mais au lieu de se baser sur le négatif, on a décidé de transformer ça en positif, puis de fonder notre organisation coopérative qui nous permettait en fait d'être autonome dans la gestion de nos horaires, de toutes ces choses-là. Puis évidemment, on était bien loin de se douter de qu'est-ce que ça allait devenir par la suite, mais ça a commencé simplement dans notre volonté de nous organiser nous-mêmes. Fait que vous avez vraiment réussi à revaloriser ce métier-là, à le mettre de l'avant. Puis pourquoi avoir choisi la forme juridique de la coop plutôt qu'une entreprise? Parce qu'en fait, dans une coopérative, ça dépend des types de coopératives. Dans le cas d'une coop de travail, ça veut dire que chaque membre, à la fin de l'année, lorsqu'il y a des profits, sont divisés au prorata des heures travaillées. Donc, au lieu d'être une seule personne qui bénéficie de l'ensemble des profits, comme c'est le cas dans l'entreprise privée, bien, ça permet à l'ensemble des travailleuses de prendre part aussi à la création de l'entreprise. Donc, c'est la bonne balance entre respect de l'employé, mais aussi responsabilité dans l'entreprise. Donc, quand ça va mal, on le fait tout ensemble, puis c'est un projet d'équipe. Quand ça va bien, bien, on en profite tout ensemble aussi. Et comment vous pensez que le reste de l'industrie peut jouer un rôle dans la valorisation de ces métiers-là? C'est sûr qu'il y a la question du salaire, évidemment. Je pense que la question de la pénurie de main-d'œuvre fait très mal à l'industrie textile en ce moment, mais il va falloir se poser des questions sur pourquoi il y a cette pénurie-là. Hein? Pourquoi est-ce que le métier de couturière n'est plus attractif pour une relève? Nous, on voit de plus en plus de jeunes là, qui veulent prendre part à l'industrie textile comme couturière, qui trouvent ça fantastique être couturière. Moi, c'est mon cas. C'est pour ça qu'on a bâti la coop. Mais c'est sûr qu'il faut donner signe que c'est attractif, l'industrie textile, entre autres aussi au niveau des conditions de travail puis des perspectives d'avancement au sein de l'industrie. C'est un métier qui est difficile. Ça prend une large expertise d'être couturière et ça, on ne le met pas assez de l'avant. Donc, tout l'enjeu du transfert des connaissances là, est en fait, c'est un enjeu criant dans l'industrie. Immense. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut pallier à ça? Puis comment on le vit là, au sein de la coop ici? Bien, ça prend des équipes diverses, hein, évidemment, en termes d'expérience. Nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est très expérimentée, une partie de l'équipe qui est moins expérimentée. Donc, pour certains, on est leur première expérience de travail. Pour d'autres, on est loin d'être la première. Mais le transfert se fait bien, je pense à certains qui doivent se reconnaître. Le transfert se fait bien. On parle de transfert de connaissances, mais aussi intergénérationnel là, au niveau des connaissances. C'est une industrie qui est très difficile, mais qui a beaucoup changé aussi. Justement, par rapport à ça, est-ce que, par exemple, vous avez des programmes pour des apprentis couturières ou couturiers? Est-ce que quelqu'un peut venir faire un stage ici? Tu sais, quelle place ça prend la formation? Ça dépend vraiment de nos besoins parce qu'une entreprise coopérative, ça reste une entreprise. Hein? Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre trop de personnes en formation. C'est pour ça que pour l'instant, on ne l'affiche pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient se joindre à la coop Couturière Pop. On vous aime, mais on ne peut pas tous vous prendre. Il faut qu'on produise aussi. Donc, on y va graduellement, là, selon la composition de l'équipe aussi. Au niveau de la relève, on fait la relève à l'interne. Mais doucement, on intègre pour garder une bonne proportion, justement pour que les jeunes qui viennent avec nous, on ait le temps de bien les former aussi. Si vous souhaitez changer de carrière, si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, sachez qu'il y a un événement qui aura lieu dans les prochaines semaines. C'est la plus grande foire de l'emploi, en fait, le plus grand salon de l'emploi et de la formation continue au Canada. Et ça aura lieu au Stade olympique les 14 et 15 octobre prochains. L'entrée est gratuite. Si vous êtes intéressé, c'est la Foire nationale de l'emploi de Montréal. Vous pouvez aimer la page Facebook de MaTV Montréal pour y voir mise à jour. En bref, un contenu exclusif aux réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt. Merci.